Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24, l'heure d'un nouveau journal de l'Afrique. Et à la une de l'actualité, le déplacement d'Emmanuel Macron au Mali. Le président français s'est rendu sur une base militaire à Gao. C'est là qu'il s'est entretenu avec son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a d'ailleurs invité son hôte au prochain G5 Sahel. Un G5 qui sera dédié à la lutte contre le terrorisme dans la région. Le tout premier procès contre Cam Rail s'est ouvert à Douala. La compagnie ferroviaire est une filiale du groupe Bolloré. En octobre 2016, le déraillement du train 152 avait officiellement fait 79 morts et plus de 600 blessés. Les proches des victimes demandent toujours réparation. Et puis, on vous emmènera, comme promis, au Maroc, découvrir ou redécouvrir le festival Mawazine, Rythme du Monde, la rencontre d'univers musicaux aussi riches que variés. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Emmanuel Macron a donc choisi le Mali pour l'un de ses premiers déplacements à l'étranger. Le chef des armées est allé saluer les troupes françaises déployées au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Et faute de recevoir son homologue à Bamako, le président Keïta s'est déplacé jusqu'à Gao. Il n'a pas tari d'éloges sur le nouveau locataire de l'Élysée. Un entretien exclusif accordé à Christophe Boisbouvier, Anthony Fouchard et James André. Écoutez. Le président Macron est un homme d'une exquise courtoisie et en possession absolue des dossiers. Je pense qu'il sait de quoi il parle et il est venu également avec un homme qui est un homme de l'art, notre ami Jean-Yves Le Drian, qui était en charge de ce secteur. Et nous avons fait la connaissance de Mme Goulard, qui devient la nouvelle ministre des Armées. Et l'un des principaux enjeux de cette visite, c'est évidemment la sécurité dans la région. Le président Macron s'est dit prêt à se rendre donc à une réunion du G5 Sahel, à l'initiative, à l'invitation du président Keïta. Elle se tiendra dans les semaines à venir. L'organisation a d'ailleurs adopté un plan qui prévoit la création d'une force conjointe. Elle serait composée de 5000 militaires, policiers et civils. Les précisions d'Anthony Fouchard. Le président Emmanuel Macron s'est montré offensif. Les organisations terroristes se regroupent et se fédèrent, a-t-il dit. Nous en sommes conscients et nous serons intraitables. Pour ce faire, il peut compter sur le dispositif de l'opération Barkhane déployée ici dans la bande sahélo-saharienne. Mais le président français veut aussi pouvoir compter sur les pays du Sahel, notamment de cette organisation, le G5 Sahel, qui n'est autre qu'une sorte d'alliance régionale qui inclut un volet sécuritaire, qui implique de pouvoir sécuriser les frontières du Niger, du Mali, mais aussi du Burkina Faso. Une coopération accrue donc entre ces pays du G5 Sahel. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a lui annoncé vouloir organiser un forum avant l'été à Bamako, réunissant tous ces pays du G5. Et Emmanuel Macron a dit qu'il y serait en personne pour y participer. Je vous en parlais dans les titres. Le 21 octobre 2016, en fin de matinée, un train de la compagnie Cam Rail quitte la gare de Yaoundé avec 1300 passagers à son bord. Après avoir parcouru une centaine de kilomètres, le convoi déraille à l'approche de la gare d'Ezeka. Le bilan est lourd. 79 personnes perdent la vie, des centaines d'autres sont blessées. Après des mois d'enquête, le tribunal de Douala a finalement convoqué les responsables présumés de cet accident. Un procès que les familles des victimes veulent suivre de très près. Voyez ce reportage, il est signé Marcel Amouko et Patrick Fandiou. La petite Ramatou, 13 mois, porte encore les séquelles de l'accident de train du 21 octobre 2016. Ce jour-là, avec sa mère Aïssatou et sa sœur aînée Safia, elles ont pris place à bord du train 152 de la compagnie Cam Rail, à destination de Douala, une destination que la jeune femme de 32 ans n'atteindra jamais. 6 mois plus tard, à Prao, son compagnon, qui élève désormais seul leurs 2 enfants, ne s'est toujours pas remis du choc. Dans sa modeste demeure de ce quartier populaire de Douala, il dénonce le mutisme et surtout l'indifférence de Cam Rail, filiale du groupe Bolloré. J'ai appris qu'on a tout payé les autres. Moi, je n'ai rien pris l'argent, même pas 5 francs. Je suis avec mes enfants, on ne m'appelle même pas. Quelques kilomètres plus loin, au tribunal de première instance de Douala, 2 autres familles de victimes ont engagé une bataille judiciaire contre la compagnie ferroviaire. 2 familles, toujours sans nouvelles de leurs proches, des passagers dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Devant le tribunal, les avocats de ces parents de disparus mettent directement en cause le groupe Bolloré, actionnaire majoritaire de Cam Rail. Nous pensons dans ce moment où les familles sont dans la détresse que Bolloré
ne peut pas être simplement venu ici au Cameroun s'enrichir et qu'il a un zeste d'humanité pour participer à la détresse des familles, notamment en nous aidant soit à retrouver les corps, soit à obtenir les documents. À défaut de retrouver les corps, Camrail est sommé de fournir les actes de décès. Impossible de répondre à une telle demande, à en croire la défense de l'opérateur ferroviaire. Nous, société Camrail, nous sommes une société privée. Nous n'avons pas capacité pour délivrer les actes de décès ou les certificats déjà de mort. Nous n'avons pas capacité pour faire des tests d'ADN. Nous n'avons pas les corps en notre possession. Au lendemain du drame, 3 enquêtes avaient été ouvertes pour déterminer les causes exactes de cet accident. 6 mois plus tard, aucune d'entre elles n'a encore été rendue publique. La famine continue de faire des ravages au Yémen et dans la Corne de l'Afrique, un fléau qui touche aujourd'hui près de 2 millions de personnes. En Somalie, ce sont les enfants qui sont le plus exposés. Ils sont 360 000 à souffrir de malnutrition aiguë. On fait le point avec Simon Harding. Un des seuls centres de malnutrition en Somalie. Le nombre de patients dans ce centre de Baidoa a doublé depuis quelques semaines. Un scénario identique dans le reste du pays. Les établissements de malnutrition accueillent 80% de plus d'enfants touchés par la famine. J'ai beaucoup d'images qui montrent par exemple un enfant en souffrance très sévère, qu'il s'agisse de marasme ou de malnutrition. Et l'image d'après, quand la mère ou le père apportent l'enfant et nous disent « mon enfant est en train de mourir » et nous l'avons amené ici. À la fin, ils partent d'ici en riant, ils sont heureux et c'est une des choses qui me rend très heureuse. Une vague de famine se propage à travers l'Afrique de l'Ouest, qui touche le Nigeria, le Sud-Soudan, la Somalie et le Yémen, mettant en danger plus de 20 millions de vies. Sécheresse, conflits, manque de nourriture et des conditions de vie déplorables. Selon plusieurs responsables humanitaires, il pourrait s'agir d'une des plus grandes crises depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les principaux moteurs de cette sécurité alimentaire sont au Yémen, en Somalie, au Soudan du Sud et au lac Tchad, au nord-est du Nigeria. Il y a clairement des conflits prolongés et un manque systématique de respect pour le droit international humanitaire, ce qui rend les choses nettement pires. En 2011, la famine en Somalie a tué plus de 250 000 personnes. Le choléra est aussi en train de se propager à travers la région, empirant la situation humanitaire. Les experts estiment que dès juillet, la moitié de la population somalienne sera en état critique. Tout autre chose à présent, Paris se prépare à accueillir ce samedi le salon Afrique Unie, un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la culture afro-caribéenne. L'occasion aussi de mettre un coup de projecteur sur tout ce qui fait les tendances d'aujourd'hui et de demain. Au total, une 50aine d'exposants et artisans originaires de tout le continent africain, mais aussi des Antilles et des Dom-Tom sont invités à venir présenter leurs produits et leurs services. Patricia Moraes Ribeiro est l'organisatrice de l'événement. Elle était notre invitée. C'est un lieu magique à Paris, près de la Seine. Donc, on avait vraiment envie de faire un événement qui représente l'Afrique dans un lieu assez grandiose, assez beau, pour vraiment mettre à l'honneur tout le continent africain. Alors, le continent africain à l'honneur, du beau, de l'élégant, j'imagine. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir, les visiteurs qui vont venir sur place ? Donner un avant-goût, là, comme ça. Alors, on a une centaine de stands, donc des exposants dans divers secteurs d'activité. On a à la fois la mode et les accessoires, les cosmétiques, l'épicerie fine, également le business et beaucoup d'autres. Et on a aussi un programme d'animation culturelle, donc ça va du défilé de mode aux démonstrations culinaires. Et on n'oublie pas aussi donc de parler de thèmes d'actualité autour de conférences thématiques avec des intervenants divers et variés. D'accord. Alors, par exemple, les visiteurs qui arrivent peuvent découvrir certains produits. Est-ce qu'ils peuvent les acheter sur place? Est-ce qu'ils doivent les commander? Ou est-ce que c'est surtout un business, un échange qui se fait entre exposants et professionnels? Alors, les particuliers peuvent acheter leurs produits, peuvent acheter les produits directement sur place. Et puis, pour d'autres secteurs comme le business, par exemple, c'est surtout l'occasion de faire connaître ses services, de faire connaître son entreprise auprès d'un plus large public. Et pour être tout à fait précis, j'ajoute que ce salon Afrique Unie se tiendra donc à la Cité de la Mode et du Design à Paris. Allez, petite parenthèse musicale, direction le royaume chérifien, Lauryn Hill, Wiz Khalifa, Alpha Blondy ou encore Najwa Karam. Voilà, une semaine que la cité marocaine vibre au rythme de sons africains, orientaux, électro aussi parfois. C'est le festival Mawazine à Rabat, il s'achève ce samedi. Si vous avez la chance d'être sur place, profitez-en. Pour les autres, Jean-Marie Lemaire et Sarah Doublier nous en livrent un aperçu.
sur les rives du fleuve Bourgreg, dernier préparatif avant les concerts du soir. Chaque jour, près d'une dizaine d'artistes se produisent entre Rabat et Salé. Des concerts sur les 5 scènes en plein air du festival, mais aussi dans des lieux plus intimistes. Du haut de ses 73 ans, la diva péruvienne Susana Baca en est à son 2e concert à Mawazine. Pour cette ancienne ministre de la Culture au Pérou, défenseur de la minorité africaine, se produire au Maroc est riche de sens. C'est très symbolique, très important, parce que la musique que je fais, son origine, elle est ici. La polyrythmie africaine est présente dans ma musique. Nous l'avons senti ce soir fortement et c'est pour ça que venir en Afrique, au Maroc et venir à Rabat, venir au festival Mawazine, c'est une chance. Je suis très heureuse. Des stars de la musique orientale aux nouveaux talents de la scène africaine, les influences de tous bords se côtoient lors du festival Mawazine. De mêler sur une programmation des gens comme MHD, comme Aznavour, Alpha, puis des gens comme moi, je trouve que c'est une démarche d'ouverture et plus on met en avant la musique africaine dans sa diversité, dans sa pluralité, on peut qu'en être fier, quoi. Pour la 16e année consécutive, Mawazine renouvelle sa programmation éclectique pour des concerts presque entièrement gratuits et ouverts au public. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site france24.com. Vous restez sur France 24 justement puisque Paris Direct continue.